Sophie Davant n'est pas née dans le bruit du spectacle. Elle est née le 19 mai 1963 à Codéran, en Gironde, et a grandi à Cestas, dans un environnement où l'intelligence, la rigueur et la transmission avaient presque valeur de loi morale. Son nom complet, Sophie Marie-Hélène Davant, résonne avec une origine plus savante que mondaine. Son père, Pierre Davant, ornithologue, professeur de biologie et chercheur à Arcachon, fut l'un des fondateurs de la CEPANSO et de la Réserve nationale du Banc d'Arguin. Sa mère était elle aussi scientifique, chercheuse au CNRS en biologie cellulaire, engagée par ailleurs dans les combats pour la parité et le droit à l'avortement. Cette filiation dit beaucoup. Sophie vient d'un monde où l'on observe, où l'on travaille, où l'on pense, où l'on sert une cause plus grande que soi. Mais elle vient aussi d'un monde fracassé tôt par l'irréparable. Sa mère est morte d'un cancer en 1983, à seulement 44 ans. Il faut mesurer ce que cette disparition peut laisser dans une existence. Chez certaines personnes, elle produit une colère. Chez d'autres, une dureté. Chez Sophie Davant, elle semble avoir installé quelque chose de plus complexe, une forme de maturité précoce mêlée à une blessure qui ne s'éteint jamais tout à fait. On comprend mieux, à la lumière de ce deuil, pourquoi son parcours donne l'impression d'une femme toujours en mouvement, toujours en représentation, comme si l'arrêt complet était un luxe trop dangereux. Derrière l'assurance télévisuelle, il y a sans doute eu très tôt l'apprentissage de l'absence, du manque, de la réorganisation forcée d'une famille. Elle a elle-même évoqué à quel point l'équilibre familial avait été difficile à retrouver après la mort de sa mère. Peut-être est-ce aussi pour cela que le public s'est si longtemps attaché à elle, parce qu'elle n'a jamais donné l'impression d'être une star hors sol. Sa trajectoire, au contraire, a quelque chose de laborieux, presque artisanal. Elle entre à Antenne 2 après un stage, passe par la rédaction, puis saisit l'opportunité de la météo. Ce premier terrain, beaucoup l'auraient considéré comme une vitrine secondaire. Elle en a fait un socle. De la météo sur Antenne 2, puis France 2, à C'est au programme, de toute une histoire à affaires conclues, elle a imposé une longévité rare, construite moins sur le scandale que sur la confiance. Pendant près de 4 décennies, elle a incarné une télévision de présence, de rythme, de conversation, de proximité. En 2023, elle a quitté Affaires conclues pour rejoindre Europe 1, où elle a d'abord animé Sophie et les copains, avant que la station ne mette en avant les histoires d'amour extraordinaires, toujours associées à elle en 2026. En 2025, elle a aussi participé à Danse avec les stars, signe manifeste d'une volonté de renouveler son image à un âge où d'autres auraient choisi la prudence. Ce détail est essentiel. Sophie Davant n'a pas seulement survécu à la télévision, elle a continuellement négocié avec le temps. Et cela, elle en a fait presque une philosophie. Lors de la sortie de son livre « Quel bonheur de vieillir », elle défendait l'idée qu'il faut rester acteur de son vieillissement, ne pas subir son âge, continuer à se réinventer, préserver son élan. Cette ligne n'est pas un slogan cosmétique. Elle ressemble davantage à une discipline intime, à une manière de résister au déclassement symbolique auquel les femmes de télévision sont exposées plus tôt, plus violemment, plus injustement que les hommes. Dans cette optique, ses conseils aux admirateurs n'ont rien d'abstrait. Garder la forme, entretenir la curiosité, ne pas renoncer au désir de nouveauté, refuser que l'âge devienne un verdict. Et pourtant, la solidité professionnelle n'empêche pas les chutes privées. Le mariage avec Pierre Sled, célébré en 1991, a longtemps représenté cette image d'équilibre que le public adore projeter sur les couples médiatiques. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Nicolas, né le 24 juillet 1993, puis Valentine, née le 27 novembre 1995. 2 enfants, donc 2 ancrages profonds, 2 raisons de croire encore à la durée, 2 preuves concrètes qu'une vie peut se construire au-delà des studios et des émissions. Puis la séparation est arrivée en 2012. Et comme souvent dans les histoires de rupture, ce n'est pas seulement un couple qui se défait, mais tout un récit intérieur qui s'effondre avec lui. Les raisons exactes d'une fin conjugale n'appartiennent jamais totalement au public. Mais il y a, dans le cas de Sophie Davant, une matière émotionnelle que l'on peut pressentir sans la trahir. Une femme aussi investie dans le travail, aussi visible, aussi attendue, paie nécessairement un prix. L'intensité de la carrière, les exigences de l'exposition, la difficulté à ménager des espaces de respiration authentiques,
Tout cela use. Et lorsque l'on vient d'une histoire familiale marquée par la perte, l'échec amoureux ne se vit pas seulement comme une séparation. Il peut réveiller des sensations plus anciennes, plus humiliantes, plus profondes. Ce que l'on appelle ici ces erreurs n'a peut-être pas la forme simple d'une faute spectaculaire. Elle ressemble davantage à ces renoncements invisibles que les couples accumulent, le temps qu'on ne se donne plus, l'écoute que l'on reporte, les blessures qu'on ne verbalise pas, parce qu'on pense pouvoir tenir encore un peu. Par la suite, Sophie Davant a laissé entendre combien certaines rumeurs et certaines interprétations de sa vie privée avaient pu la faire souffrir. Le plus poignant dans cette période, c'est peut-être le mélange de culpabilité et de loyauté qui reste souvent chez les femmes après une grande rupture. Car lorsque l'on est mère, la fin de mariage ne touche jamais uniquement deux adultes. Elle traverse aussi le regard des enfants, l'organisation familiale, les souvenirs communs, les rituels, les dates, les photos, les silences à table. On peut imaginer ce que représente pour une femme comme Sophie Davant, si attachée à ses enfants, le sentiment de ne pas avoir su préserver l'édifice. Pas parce qu'elle serait seule responsable, évidemment, mais parce que beaucoup de femmes élevées dans l'exigence portent en elles cette idée toxique qu'elles auraient dû mieux faire, mieux comprendre, mieux sauver. L'après-divorce n'est pas seulement la liberté retrouvée, c'est aussi la lente digestion d'une image de soi qui se brise. Et puis il y a ce détail qui bouleverse tout le reste. Malgré l'amour nouveau, malgré le bonheur reconstruit, elle n'a pas présenté le sommet de sa vie comme un instant de couple. Elle a dit, au fond, quelque chose de beaucoup plus fort, que le moment le plus extraordinaire n'était pas d'aimer un homme ni d'être aimé, mais d'avoir donné naissance à son premier enfant, Nicolas. Cette hiérarchie intime dit tout. Elle rappelle que chez certaines femmes, le cœur n'efface jamais la maternité comme centre de gravité. Aimer à nouveau, oui. Être heureuse, oui. Mais savoir que le plus grand vertige de sa vie reste celui d'une naissance, voilà qui remet chaque romance à sa juste place. Cela n'amoindrit pas William Lémergie. Cela révèle simplement l'ordre profond de son monde intérieur. La naissance de Nicolas, en 1993, demeure l'un des repères majeurs de sa vie. C'est ici que l'histoire avec William Lémergie prend une couleur singulière, parce qu'elle ne ressemble pas à un coup de foudre adolescent, ni à une passion imprudente, ni à une fuite romantique après désastre. Elle ressemble à quelque chose de plus adulte, et donc de plus rare. Une amitié professionnelle ancienne, nourrie par le temps, les souvenirs partagés, la connaissance mutuelle des codes du métier, puis transformée peu à peu en attachement amoureux. Ils se connaissaient depuis longtemps. Leur complicité n'est pas née d'un hasard mondain, mais d'un terrain commun, celui de la télévision, de ses rythmes, de ses fatigues, de ses jeux de visibilité. Ce qui rend cette histoire troublante, c'est précisément qu'elle a longtemps pu sembler impossible ou inavouable, tant elle était enracinée dans une proximité déjà installée. Plusieurs récits de presse ont rappelé qu'ils se connaissaient depuis des décennies, et que leur relation amoureuse n'est devenue publique qu'en 2022. Il y a dans ce passage de l'amitié à l'amour quelque chose que le public perçoit immédiatement. La sensation d'une évidence tardive. Non pas une improvisation, mais un déplacement intérieur. Quand la vie vous a déjà pris des repères, quand elle vous a déjà appris le coup du deuil, quand elle vous a déjà montré qu'un foyer peut se dissoudre malgré les promesses, vous n'entrez pas dans une nouvelle histoire comme on entre dans un décor. Vous y entrez prudemment. Vous observez, vous comparez, vous résistez. Vous voulez être certain que ce qui vous attire n'est pas seulement le soulagement d'être enfin compris. Et puis un jour, cette prudence elle-même devient la preuve que cela compte davantage. Autour de leur couple, les commentaires n'ont jamais cessé. Certains y ont vu l'aboutissement discret d'une longue connivence. D'autres ont immédiatement voulu parler de mariage, de maison commune, de grands projets, de dernière histoire d'amour. Le fantasme collectif est toujours le même. Lorsqu'un couple médiatique semble paisible, il faut lui inventer une étape supérieure, une annonce, une cérémonie, une consécration. Or, la réalité est plus fine. Début 2026, Sophie Davant a justement laissé entendre qu'il y avait bien eu des demandes en mariage de la part de William Lémergie, auxquelles elle avait répondu favorablement, tout en précisant qu'il n'allait pas plus loin pour le moment. Cette nuance est capitale.
Elle signifie que le sujet existe entre eux, qu'il n'est ni fantasmé ni totalement clos, mais qu'il n'a pas encore été transformé en fait accompli. Et peut-être est-ce cela, finalement, ce que nous soupçonnions. Non pas nécessairement qu'ils étaient déjà mariés, mais qu'ils vivaient quelque chose de suffisamment profond pour envisager cette idée sans avoir besoin de la brandir. Car il y a deux façons d'avouer un amour. La première consiste à l'afficher. La seconde, beaucoup plus déstabilisante, consiste à le laisser s'installer avec une telle continuité qu'il finit par parler tout seul. Sophie Davant et William Lémergie appartiennent sans doute à cette seconde catégorie. Leur couple ne se raconte pas comme une victoire de magazine, mais comme une entente qui s'éprouve dans le quotidien, dans l'habitude, dans le fait de ne plus avoir besoin de surjouer. Pour comprendre ce que cette relation change chez elle, il faut revenir à un autre séisme, son départ d'affaires conclues en 2023. On aurait tort de réduire cet épisode à un simple choix de carrière. Les interviews publiées après coup montrent au contraire qu'il s'agissait d'une décision douloureuse, qu'elle n'a pas vécue comme un détachement facile. Elle a expliqué que quitter l'émission n'était pas son souhait initial, mais qu'il n'avait pas été possible de rendre compatible cette aventure quotidienne avec son expérience radio sur Europe 1. Plus tard, elle a reconnu avoir mis du temps à faire le deuil de cette émission, ce qui dit bien qu'on ne quitte pas impunément un programme qui vous colle au nom, à la peau, à la réputation. Il faut imaginer ce que cela représente psychologiquement. Pendant des années, Affaires conclues n'a pas seulement été un succès. C'était un territoire, un rôle, une mécanique rassurante, presque une identité. Quand ce territoire disparaît, même volontairement, il laisse un vide. Et ce vide peut être d'autant plus violent qu'il est public. Tout le monde commente, tout le monde compare, tout le monde suppose que l'on rebondit facilement parce que l'on reste connu. Mais la notoriété n'empêche ni le manque, ni l'impression d'avoir laissé une partie de soi sur un plateau. C'est là sans doute qu'il faut mesurer la force d'une relation mature. Dans les périodes de transition, ce que l'on attend de l'autre n'est plus le vertige, mais l'appui. Non plus le rêve, mais la stabilité. Non plus l'éblouissement, mais le regard qui vous rappelle que vous existez en dehors du programme que vous venez de quitter. Sophie Davant semble avoir relevé ce défi en transformant l'épreuve en recommencement. Europe 1 lui a offert une autre scène, un autre rythme, une autre manière de tenir l'antenne. Puis, Danse avec les stars lui a permis, en 2025, de déplacer encore son image, sortir du cadre connu, accepter le risque, se montrer autrement, physiquement, émotionnellement, dans une discipline où le corps ne ment pas. Ce choix n'a rien d'anecdotique. Il raconte une femme qui refuse d'être enfermée dans le rôle confortable qu'on lui avait assigné. Il raconte aussi une revanche intime, prouver à soi-même autant qu'au public qu'il reste toujours une marge d'audace après 60 ans. Ces moteurs alors, quels sont-ils? Sans doute d'abord les siens, le goût de l'élan, le refus de l'effacement, la nécessité de se sentir encore en mouvement. Mais il y a aussi ces enfants, dont on devine qu'ils restent le socle affectif majeur. Il y a le lien à la famille, même recomposé par les épreuves. Il y a la fidélité à la femme qu'elle voulait être, malgré les accidents de route. Et puis, il y a l'amour, dans ce qu'il a de plus simple et de plus tardif. Quelqu'un qui arrive non pour vous définir, mais pour vous accompagner. À ce stade d'une vie, l'amour n'a plus besoin de promettre le monde. Il suffit qu'il apaise un peu le bruit intérieur. C'est peut-être ce que Sophie Davant a compris, et peut-être ce qu'elle admet aujourd'hui sans le dire frontalement. On peut avoir connu une grande carrière, un grand mariage, une grande rupture, et découvrir encore une forme de tendresse plus juste que toutes les précédentes. Non pas plus spectaculaire, mais plus exacte. Une tendresse née d'une amitié ancienne, polie par le temps, consolidée par les pertes, rendue précieuse par ce qu'elle n'exige pas. William Lémergie n'entre pas dans sa vie comme un héros qui sauverait tout. Il y entre comme une présence qui n'a plus besoin de se faire remarquer pour compter. Alors oui, beaucoup voudraient une annonce nette, une formule, un oui définitif, un mariage confirmé, une date, une photographie, une preuve. Mais peut-être que la vérité la plus troublante n'est pas là. Peut-être que ce qu'elle reconnaît enfin, après 3 ans d'amour vécu au grand jour, c'est moins un statut qu'un apaisement. Peut-être avoue-t-elle, en substance, que cette histoire n'a rien d'un passage, qu'elle n'est pas un simple épisode de reconstruction post-divorce, qu'elle n'est pas davantage un arrangement de 2 figures connues,
qu'elle est devenue un lieu de vérité. Et pour une femme qui a passé sa vie à tenir l'écran, il n'y a rien de plus rare que cela, un endroit où l'on n'a plus besoin de jouer. Le paradoxe, c'est que cette confession implicite ne rend pas Sophie Davant moins mystérieuse. Elle la rend au contraire plus humaine, car on comprend alors que derrière la femme solide subsiste la jeune fille d'une famille savante, la fille endeuillée trop tôt, l'épouse qui a connu l'échec, la mère pour qui la naissance de son premier fils reste l'instant le plus sacré, l'animatrice qui a dû faire le deuil d'une émission phare, et la femme de plus de 60 ans qui continue de se réinventer au lieu de se retirer. Toutes ces femmes coexistent en elle, et c'est précisément pour cela que son histoire touche autant. Le public adore les révélations fracassantes, mais les vraies révélations sont souvent plus lentes. Elles ne tombent pas d'un seul coup, elles se déposent. Celle de Sophie Davant pourrait tenir en une phrase invisible. Après avoir longtemps traversé la vie en tenant bon, elle semble aujourd'hui accepter d'être simplement heureuse, sans s'excuser de l'être. Et dans une époque qui transforme l'amour en événement ou en mise en scène, cette discrétion-là devient presque subversive. Ainsi, si l'on devait résumer la trajectoire de Sophie Davant, on pourrait dire qu'elle n'a pas seulement construit une carrière admirable, elle a appris à survivre aux métamorphoses. Elle a survécu à l'absence d'une mère, à la pression d'être à la hauteur d'une lignée intellectuelle, à la brutalité des rumeurs, à la fin d'un mariage, au poids des départs professionnels, à l'usure du regard public sur les femmes qui vieillissent. Et de cette somme d'épreuves est née une forme de grâce plus profonde que le simple succès, celle de continuer à désirer la vie. Alors, après 3 ans de relation assumée avec William Lémergie, a-t-elle fini par admettre ce que tout le monde devinait? Oui, mais pas forcément de la manière attendue. Elle ne confirme pas un conte de fées officiel déjà bouclé. Elle laisse entrevoir quelque chose de plus crédible et donc de plus puissant. La possibilité qu'après les ruines, il existe encore une lumière calme. Une lumière qui ne crie pas. Une lumière qui n'a pas besoin de convaincre. Une lumière qui n'efface ni Pierre Sled, ni les blessures du passé, ni les regrets, ni les renoncements. Mais qui prouve qu'une femme peut, même tard, même après les remous, même sous les regards de tous, retrouver un territoire intérieur où l'amour ne fait plus peur. Et c'est peut-être cela le vrai aveu. Non pas « je me suis marié », non pas « tout est parfait », mais quelque chose de plus nu, de plus grave, de plus beau. Oui, cette histoire compte. Oui, elle est sérieuse. Oui, après tant d'années, je sais reconnaître ce qui me fait du bien. Et non, le plus grand moment de ma vie n'est pas forcément celui que vous imaginez. Il reste lié à mon fils, à ma maternité, à cette part de moi que rien n'a jamais dépassée. Dans cette hiérarchie intime, dans cette pudeur, dans cette manière de ne jamais simplifier sa propre vie, Sophie Davant demeure fidèle à ce qu'elle a toujours été. Une femme de continuité, de combats silencieux et d'émotions maîtrisées. Voilà pourquoi son histoire fascine encore. Parce qu'elle ne parle pas seulement d'une animatrice célèbre et de son compagnon. Elle parle du temps, du prix de ce que l'on perd, de la difficulté à se relever sans devenir cynique, de la possibilité, malgré tout, de recommencer. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed.